Bon, sans attendre, nous reprenons notre séance et avec sa deuxième partie. Et puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Le premier rapporteur de la séance est Giuseppe Conte de l'Université de Pisa, faculté d'agriculture, alimentation et environnement, pardon. Merci. C'est toujours difficile de parler d'insectes après les présentations de Laura Gasco. J'essaierai donc de donner ma contribution et comme Laura l'a dit dans sa présentation, l'intérêt pour les insectes en tant que nutriments pour les animaux, nutriments animaux, augmente. Il faut donc définir la caractérisation, la composition chimique pour donner l'opportunité de définir la qualité alimentaire du nouveau soustrat. Peu d'études ont reporté un profil complet surtout des trois espèces les plus importantes, surtout l'Hermesceilus encetenebrum monitor. Très peu d'informations sont présentes pour ce qui est du profil lipidique et surtout pour la composition de chaque fraction. Puisque les composantes lipides représentent une composante importante pour la définition des valeurs nutritionnelles en tant que source d'énergie et composition en acide gras, il est important de caractériser cette composante en fournissant les informations utiles pour son application dans l'alimentation animale. Notre expériment a étudié la combinaison des deux espèces principales, donc Hermesceilus encetenebrum monitor, dans les soustrats classiques. Nous avons analysé la composition des larves et des pupes. Notamment, nous avons extrait la fraction de lipides qui était séparée dans chaque composante individuelle. Et pour les composantes en triglycérides, nous avons étudié surtout la composition d'acides gras estérifiés pour la position bêta. Cet acide gras est le plus absorbant pendant la période et représente donc une composante relevante pour la nutrition animale. Pour les éléments phosphore, chaque élément a été analysé et chaque composante a été évaluée pour le profil d'acide gras comme approche. Pour les composantes stéréocyques, des analyses particulières ont été menées et collecté les données et analysées, considérant les différentes espèces, les phases de la collecte des données et le sol. Sur la base des résultats obtenus, nous avons relevé un profil d'acide gras total, comme vous le voyez dans le cliché. Cette caractéristique est très importante car il a été démontré que les acides gras représentent, surtout dans les poissons, jouent un rôle important, surtout pour la réduction de l'accumulation de lipides dans le foie. Au contraire, un niveau plus élevé a été relevé pour l'acide linoléique. Nous avons observé que cette composition était similaire à la composition en acide gras. Et pour ce qui est le ténébrum, eh bien, ceci se révèle un élément remplaçant très utile. Ceci est très bon, surtout pour la durabilité de la production.
et de sa faisabilité. Et les deux espèces, surtout l'Hermetiailus, a montré la présence d'acide d'isomères d'acide linoléique conjugué dans les ruminants. Les deux espèces suggèrent une synthèse du métabolisme. Et il est important car ça exprime des propriétés nutracéutiques pour la nutrition animale. L'étude des acides gras estérifiés et des triglycérides s'est révélée très intéressante, surtout pour ce qui est du comportement des acides gras estérifiés. Dans la position bêta, qui étaient les acides les plus absorbés pendant la digestion, nos résultats indiquent que montre une extérification préfidentielle des chaînes moyennes longues en la position bêta. Ceci signifie qu'ils sont le plus absorbés pendant la digestion, tandis que l'alpha-linoléique, l'acide alpha-linoléique, a indiqué une extérification dans la position alpha. Pour ce qui est des phospholipides, un niveau plus haut de phospholipides a été révélé dans l'Hermetia et le Tenebrium, surtout pour ce qui est de la composante de phospholicoline. Ça veut dire une précurseur importante pour le précurseur du neurotransmetteur. Les sphingoïlines a été relevées seulement dans les larves, pas dans les pupes. Du fait que cette composante règle la fonctionnalité de la membrane, ça peut être une composante excellente pour la population. Les composantes, le profil des stérols révèle, pour conclure, la présence dans les deux espèces de phytostéroïdes, en suggérant que les deux espèces ne sont pas à même de combiner les phytostérols et de le transformer en cholestérol. Cette activité était performée par Hermesia surtout. En conclusion, donc, nos résultats donnent de nouvelles informations sur la caractérisation de ces composantes dans l'alimentation animale, surtout donnent l'opportunité de choisir la meilleure combinaison d'espèces et de substrats pour fournir une composante utile pour l'alimentation et la meilleure solution sur la base des besoins de l'industrie pour les produits pour les fermiers. Avec ces considérations, je vous remercie de votre attention. Merci Giuseppe de ta communication. Nous passons la parole au prochain speaker, Jean-Paul Dubeff de l'Institut national de la recherche agronomique en France, qui parlera du développement de synergie entre les exploitations des forêts méditerranéennes et leur contribution dans les systèmes alimentaires pour les petits ruminants, un défi pour les politiques publiques. Le cas de la Corse. Merci. Merci, j'essaierai d'être bref. Je remercie tout d'abord le comité organisateur pour avoir accepté ma communication sur les systèmes de production, en fait, qui s'éloigne un peu des thèmes de ce matin. Ma communication concerne le développement des synergies pour l'exploitation des forêts méditerranéennes pour les petits ruminants, en considérant
en considérant ce thème en défi pour les politiques publiques. Et je vous présente le cas de la Corse. Je rappelle que le sylvopastoralisme est une manière durable d'agriculture qui combine la production des forêts et des objectifs de l'activité pastorale. Ma présentation donc sera divisée en trois parties. L'objectif de la présentation, donc la discussion du développement du sylvopastoralisme et comment le faire. Et puis la méthode et l'analyse donc des initiatives entreprises en Corse et leur développement. Et une discussion sur les stratégies possibles pour développer et mettre en place le projet. Voyons la situation en Corse. La Corse est un exemple de sylvopastoralisme problématique. Comme vous le savez, la Corse est une île française en Méditerranée, montagneuse. La région une des régions les plus riches en France et les plus variées en tant que territoire, avec 57% de forêt, avec une dispersion de produits, une dispersion de forêt et sans aucune perspective de développement. Les zones pastorales sont peu autonomes et marquées par l'absence de collaboration entre les propriétaires et les gérants, les administrateurs, les institutions. Donc le sylvopastoralisme se base sur une organisation de pâturage visant à maintenir les arbres et faciliter les interventions de sylvopastoralisme pour faciliter la mobilité des animaux et le développement de pâturages accessibles et de ressources accessibles. Donc la communication se base sur la création d'un groupe sylvopastoral en Corse pour définir des modèles techniques, des itinéraires pour une bonne gestion du sylvopastoralisme, pour identifier les points critiques de développement du sylvopastoralisme, pour préparer des méthodes techniques ou des guides de l'activité du sylvopastoralisme. Le groupe a identifié 4 sites pilotes et cette activité est encouragée par les autorités publiques et par la politique publique. Vous voyez donc en cette diapo la différence et la complexité de ces indicateurs. Il est difficile de développer tous les problèmes au sein de ce groupe qui ont quand même essayé d'identifier des problèmes et la complexité dérivant de la situation et même de répondre. Bon, à partir de la participation et de notre participation à ce groupe, nous avons observé qu'il y a d'autres défis plutôt que des thèmes techniques pour stimuler le sylvopastoralisme. On a déjà insisté par le passé que le sylvopastoralisme demande
une identification claire du projet avec des exigences. Le sylvo-pastoralisme est connu déjà en France, diffusé, mais il n'y a pas de connexion des stratégies à niveau régional. Nous avons donc des difficultés à articuler les attentes des éleveurs et des gérants, des administrateurs de la forêt. Nous avons difficulté à offrir et à faire connaître les problèmes, les points critiques, faire connaître les perspectives et les avantages du sylvopastoralisme. Donc, en conclusion, à part le peu de connaissances de la situation du sylvopastoralisme, nous suggérons une agrégation de groupes pour essayer de formaliser des méthodes et des modèles d'organisation pour se mettre en contact, pour communiquer et pour essayer de sensibiliser le public sur les défis qui concernent le sylvopastoralisme. Dans beaucoup de cas, le sylvopastoralisme dans un cadre expérimental est une utopie. Encore une fois, nous insistons sur la nécessité de développer des capacités et des services pour gérer le territoire et faire connaître le rôle possible du sylvopastoralisme pour beaucoup de thèmes, les incendies, la gestion une meilleure gestion des aires forestiers et il est important que l'on puisse communiquer une vision plus claire de la situation et de ce que c'est le sylvopastoralisme. Merci. Je voulais terminer en disant que le sylvopastoralisme doit être vu comme une innovation du projet Passinova qui sera présenté demain. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Saloula Bedi de l'Institut national d'agriculture et la recherche en Tunisie. Elle nous parlera du forage de Vesse, une alternative prometteuse à la chambre de céréales, un régime d'agriculture de conservation en Tunisie. Je suis Soroha Kiri de l'Institut national de la recherche et de l'agriculture en Tunisie. Permettez-moi un retour en arrière en matière de ressources conventionnelles pour ce qui est du forage de Vesse et son utilisation en tant que proposition alternative à la chambre de céréales, un régime d'agriculture de conservation en Tunisie. En Tunisie, le secteur agricole se trouve sous la main de plusieurs forces motrices, à savoir la volonté de changement et de révolution. C'est pour ça que nous avons introduit à partir de 1999 la notion d'agriculture de conservation. Cette notion se base sur trois piliers. La perturbation minimale du sol, la diversification des cultures et la couverture permanente du sol. Toutefois, cette introduction rencontre des difficultés et des contraintes pour son adoption de la part des fermiers. Les coûts élevés et le fait
qui a aucun support spécifique de la part du gouvernement, entrave son adoption. De plus, il est important le conflit entre le pâturage de chaume et les couvertures permanentes. C'est pour ça qu'on a décidé d'identifier de ressources, des options de ressources alternatives en matière de nutrition pour essayer de résoudre les problèmes de la compétition entre le paillage et les pâturages résiduels. C'est pour ça que les légumineuses peuvent être des alternatives, mais les légumineuses produites ensuite en Sicile et en Tunisie sont caractérisées par un bas niveau de production de fourragères, un bas pourcentage de superficie de zones fourragères, un bas niveau d'intégration de fourrage au niveau des fermiers et un bas niveau de diversification des variétés utilisées. Et surtout, ce que l'on utilise, c'est le foin d'Avenne. Il faut couvrir donc les nécessités des animaux et de leur alimentation qui, pour ce qui est du foin d'Avenne, sont couverts à 20%. Il faut donc optimiser les ressources en forage en tant qu'alternative à la chaume de céréales, tant en termes de quantité que de qualité. Il faut donc assurer une meilleure intégration de cultures fourragères et d'autres ressources alimentaires pour les animaux. Pourquoi donc la vesse, donc le fourrage de vesse. La vesse, est une légumineuse native de la Tunisie. Elle est bien palatable dans toutes les phases de son développement et elle a une haute valeur traditionnelle. De plus, améliore la fertilité des terrains et des sols. Tout d'abord, nous avons donc produit pour nos études comparatives des mélanges de foin, de légumineuses, légumineuses de céréales, deux types de graines. Avec une proportion de foin plutôt que de légumineuses ou l'inverse. Là, il y a les mélanges. On a deux types de vesses et leur proportion de vesse, proportion de foin d'Avenne, proportion de légumineuses. Les résultats montrent que le mélange avec le foin de légumineuses donne une meilleure qualité par rapport au foin d'Avenne, a une corrélation significative entre les protéines crudes et la proportion de légumes améliore le rendement plutôt que le rendement en utilisant des légumes purs et améliore la performance des animaux, réduit les coûts d'alimentation et a un effet bénéfique sur les sols. Une autre manière très innovante est une
manière alternative d'utilisation de la Megillah de Vess. La Vess était laissée maturer sur le terrain, utilisée comme couverture ensuite et utilisée comme pâturage. On a donc mené des études comparatives qui ont étudié la combinaison pâturage veste de chaume de céréales, le pâturage de veste, la diète commerciale et la diète traditionnelle. Les résultats ont montré qu'au début, il y a eu plus de 7 tonnes de matière sèche dérivée de la chaume, avec un contenu de 6% de vêche qui était plus élevé de ce que l'on trouvait dans le chaume de céréales. Et pendant la période de pâturage, le contenu en protéines crudes était de plus de 7%, qui était dû à la production et à la période du pâturage. Et pour ce qui est du comportement animal, on a évalué le comportement des animaux, leur apport de veste, qui a montré une très bonne palatabilité. Nous avons évalué le comportement des animaux pendant des heures et nous avons remarqué pendant les premières et les animaux restaient là et mangeaient tout en réduisant donc la durée du pâturage et donc en alléviant le travail des bergers. Donc, nous avons observé que le gain journalier des animaux nourris avec la veste était 7 fois meilleur par rapport aux animaux nourris avec des régimes commerciaux. Donc, ce veut dire que la veste montre une meilleure efficacité et le rapport coût-bénéfice, le résultat est que la veste, le fourrage de veste est beaucoup plus convenable par rapport à la diète conventionnelle. Ça veut dire qu'elle peut être introduite à des coûts meilleurs. Donc on peut dire que ce fourrage est une alternative prometteuse, même en régime d'agriculture de conservation, et constitue une option qui tend à réduire les coûts, garder l'activité des sols et très économique, et donc aide et contribue à l'amélioration des revenus des fermiers. Merci, Dr Abidi. Je demande maintenant au prochain speaker de prendre la parole, Zadi Eli, qui parlera de l'impact environnemental sur les corals d'ovins saisonniers dans un écosystème méditerranéen sec. Merci, Madame Abidi, de votre communication. Je demande maintenant au prochain speaker de s'approcher du podium. Le prochain rapporteur est Zadi Eli, qui abordera les impacts environnementaux sur les corals saisonniers à ovins dans un écosystème méditerranéen sec. Le docteur Eli vient de l'Institut de recherche d'État d'Israël.
Eilat. Bon après-midi. Pour aborder le thème de l'impact environnemental des corals saisonniers au vin, je dois vous donner quelques informations sur ce qui se passe dans les forêts où les corals étaient et où les forêts poussaient et étaient utilisées comme pâturage à la fin de l'hiver et au printemps. Si vous regardez cette diapositive de la droite en haut jusqu'en bas, vous voyez que les forêts se trouvaient en fait au sud d'Israël. Vous voyez les pâturages dans les forêts ouvertes et vous voyez le coral actif C. D, c'est le coral au printemps après une année. Et D, c'est l'été. F, c'est ce qui se passe après de 5 à 10 années au printemps. Et G vous donne l'idée de ce qui se passe aux plantes rurales. C'est la malva et d'autres plantes, le Cyndapodium morales. Et je vous montre ce qui se passe donc au printemps, lorsque toute l'activité des plantes recommence. Là, nous avons mesuré les sous-sols. Donc, ce qui se passe dans le sous-sol, nous avons utilisé des méthodes de mesuration électromagnétique et nous avons commencé par mesurer le sel dans le sous-sol. La photo à droite vous indique ce qui se passe après avoir excavé de 20 cm. Vous voyez la couche de sel. Et ça, c'est des autophotos, mais à électroconductivité après 15 années. Et à droite, vous voyez le coral actif et l'eau à gauche. Et là, au fur et à mesure que ça devient plus rouge, c'est la salinité qui augmente. La deuxième chose que nous avons mesuré, c'est l'azote, le phosphore, le potassium soluble après l'abandon des corals. Et vous savez que les valeurs sont très élevées la première année, depuis ces valeurs diminuent au fur et à mesure que les forêts se développent. Ce sont des zones humides, il y a 400 mm de précipitation. Le graphe en dessus, le graphique en dessous, c'est 150 mm. Nous avons également mesuré les changements de couverture dans des groupes d'autres espèces et vous voyez qu'il y a des espèces mesurées après 17 années et que ces espèces contrôlent toujours l'air. Au sud, vous voyez ce qui se passe après deuxième année avec d'autres plantes qui commencent à apparaître dans le corral. Nous avons également mesuré le bactériphylla détecté et je ne parle que de deux de ces bactéries. Les autres bactéries disparaissent et recommencent à apparaître après 10 ans. Tandis que
on peut trouver d'autres bactéries et d'autres éléments qui commencent à apparaître avec des réactions qui sont très très rapides. Bon, il y a également sur les coralles abandonnés la tétracycline, et même après 10 années, est toujours là. Nous avons essayé de bâtir une notion de chorale dynamique. Vous voyez les différentes phases. La première, c'est le choral abandonné. L'autre, c'est avec des plantes orchidérales annuelles. La phase 3, c'est des graminées annuelles. Et la phase finale, c'est la végétation naturelle. Vous voyez ce qui se passe le long des années. Donc, passons aux conclusions. Euh, les sols de chorale active deviennent extrêmement riches en potassium, azote, phosphore. Après il y a également une production de gènes de 16S RNA avec le temps, et de gènes résistants à la tétracycline dont les standards ont été utilisés et ont été détectés en nombre important. Ces gènes ont confirmé leur existence. Ça veut dire qu'en excavant, on les trouve sous terre. Ces zones deviennent des hotspots de gènes et de bactéries qui résistent pendant des années, même au bout de 10 ans. Euh, Donc on peut dire que ces coralles ont un impact négatif sur la pollution du sol, sur la productivité de la végétation du fait de l'appauvrissement et la distribution des nutriments du sol dans les pâturages, du fait de la création de sites appauvris. Euh, donc c'est tout à fait négatif. Merci. Merci. Je passe maintenant à la parole à Chikwana de l'Afrique du Sud. Sa communication est sur le marque de raisin, de déchets et pour les aliments pour les petits ruminants à éléments de préservation de la viande. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je m'appelle Obed Chikvana. Je viens de l'université de Stellenbosch, Afrique du Sud. Le titre de ma communication est marque de raisin de déchets, aliments pour petits ruminants et agents de conservation de la viande. En Afrique du Sud, la production des ovins est constituée un des éléments importants de notre oviculture. Il y a plus de 2 millions de cheptels. Ces troupeaux sont localisés dans des zones qui sont souvent sujets à des climats extrêmes qui doivent aborder et qui doivent faire face au stress calorique, au terrain insuffisant, au stress hydrique, euh, à l'oxydation due à la détérioration microbienne. Ceci a un impact important sur le profit et sur les coûts que les éleveurs doivent aborder.
parce que, bien sûr, les pertes de viande pendant le stockage, le manque d'eau ou le stress calorique entraînent des pertes importantes. Euh, Toutefois, la plupart de ces de ces commerçants, de ces éleveurs essayent de trouver des ressources alternatives euh, pour ce qui est de aides à la production. Donc, on a essayé de avoir recours aux sous-produits, sous-produits des fruits, parce que les fruits sont un des éléments dont la Méditerranée, par exemple, est plus riche et lors du processus de transformation, beaucoup de déchets sont produits qui sont destinés à l'élimination. Autrement, ils peuvent être très utiles pour leur transformation en sous-produits du fait de leurs composés bioactifs très, très importants, ainsi que leur activité antimicrobienne. Donc, ils peuvent être utilisés pour ces sous-produits pour aider la production animale. Contribuent également les sous-produits à réduire les coûts de production et à atténuer les défis associés à la production. L'objectif donc de cette étude est l'évaluation des effets du marc de raisin rouge séché au soleil en tant que supplément et complément alimentaire et d'agent de conservation de la viande sur la production des agneaux. Donc, on a essayé de faire des études et des expériences sur des groupes d'animaux divisés en trois groupes auxquels on a donné dont les régimes ont été intégrés avec 0, 10 et 20% de marques de raisin. Euh, Tous les autres paramètres avaient été et ont été contrôlés et des contrôles sont faits jour par jour pendant les 42 jours de tests. Pendant lequel on a collecté quotidiennement des données. Euh, Après donc cette période, les animaux ont été abattus et les données enregistrées et étudiées et leur viande est examinée et selon pour les paramètres colorimétriques, l'activité antioxydant, l'oxydation, les protéines, les lipides, le con de la charge, le calcul de la charge microbienne, euh, l'arôme, le flaveur, la texture, tous ces paramètres qui mesurent la qualité de la viande. Des valeurs importantes d'amélioration ont été donc collectées et pour ce qui est surtout des activités antibactériennes, antimicrobiennes, euh, des oxydations
qui fait que l'on peut suggérer l'inclusion du marc de raisin dans le régime alimentaire. Ce tableau montre les valeurs. Donc, cette diapositive montre la composition chimique la composition après les régimes de alors la composition chimique des régimes sans marque de raisin et des régimes avec l'inclusion du marque. Les paramètres mesurent les DM, les protéines crudes, les gras, la lignine, les valeurs de toconophérol, de tanin condensé et total. Et cette diapo montre les résultats finaux sur les trois groupes, les groupes qui ont reçu le régime avec le marc de raisin et les deux autres qui ont reçu le régime mixte et le régime pur sans marque de raisin. Et le résultat est que les résultats physico-chimiques et la qualité sensorielle n'étaient pas influencés par la diète avec marque de raisin. Là, il y a les chiffres du premier au cinquième jour. Donc, les données avaient été examinées, comme je l'avais dit, jour après jour, et montrent les niveaux des différentes valeurs, les niveaux pendant la période de stockage. Et pendant le stockage, aucun bactérie n'a été détectée et pas de Escherichia coli, pas de TVC et en conclusion, donc, la diète avec marque de raisin montre une amélioration de l'apport alimentaire et de la performance de croissance de 12%. Aucun effet n'a été montré sur les caractéristiques phytochimiques de la viande. Et pour conclure, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé et qui ont contribué à participer à cette conférence. Merci. Le prochain orateur, Monsieur Mohamed Bembati, de l'Institut national pour l'agriculture et la recherche du Maroc. Bienvenue. La communication sera sur l'effet de l'utilisation de l'écorce d'arganier dans les agneaux en engraissement sur la performance de leur croissance, les caractéristiques de la carcasse et la qualité de la viande. À vous la parole, docteur Bembati. Je voudrais tout d'abord, je voudrais remercier les navigateurs de m'avoir invité à présenter cette communication. Remercier également tous
le staff de la SIAM qui m'a permis par une bourse d'études de participer. Je parlerai donc de l'écorce d'argonier et ses effets sur les caractéristiques de la carcasse, la qualité de la viande, les performances de croissance des agneaux en engraissement. Tout d'abord, je voudrais parler de l'élevage d'ovins au Maroc qui monte à 21,6 millions d'ovins et donc une hausse importante pour la contribution en viande rouge avec une contribution de 20% du total de la viande rouge. Cette activité est considérée comme une activité, un cash flow permanente pour les éleveurs de bétail parce qu'elle finance également d'autres activités agricoles. Toutefois, cette activité souffre de la variabilité et des changements climatiques, souffre de crise alimentaire internationale et du coût de matériel et des matières premières. Ceci pose une grande pression sur les ressources naturelles, augmente les coûts de l'alimentation et présente des crises énormes pour le cash flow. Beaucoup de questions se posent donc pour la vie et la survie des fermiers et pour le bétail. Comment satisfaire les exigences du bétail pendant des périodes de manque de disponibilité de fourrage, comment améliorer la productivité des fermes et des exploitations agricoles, leur durabilité, comment satisfaire la solution est donc l'utilisation de ressources alternatives, surtout si disponibles localement. Une de ces sous-produits est l'écorce d'arganier. Euh, euh, le processus de production de ce sous-produit part donc du fruit de l'argane. Les femmes séparent l'écorce du fruit. Le corps, le cœur, le noyau est utilisé pour produire l'huile d'argan et l'écorce pour les aliments, pour pour animaux. Il faut donc évaluer les effets de l'écorce d'arganier sur les caractéristiques de la carcasse et sur la qualité de la viande pour atteindre cet objectif. Pour cet examen, nous avons choisi des agneaux de 20 kilos chaque, de 85 jours, 18 agneaux qui ont été divisés en 3 groupes, 6 groupes chacun. À chaque groupe a été donné un aliment. Il y avait également le groupe de contrôle. On a donné avec des pourcentages différents d'écorce d'arganier. L'expériment a duré 95 jours au total, y compris la période d'adaptation. Pendant l'expérience et le test, on a enregistré le poids
et l'apport de substances, d'aliments, et on a analysé et examiné après les caractéristiques et les paramètres de la carcasse de la viande. L'apport en matière sèche donne des résultats et augmente pendant l'expérience, pendant le test, a été enregistré dans les animaux recevant 17%. Pour ce qui est de l'évolution du poids, la même évolution a été enregistrée dans les trois groupes. Les agneaux recevant 17% et 34% ont enregistré leur poids. Pour ce qui est donc les performances d'engraissement, nous voyons là tous les paramètres enregistrés. Les performances ont été enregistrées et dans les animaux recevant les différents pourcentages d'écorce d'arganier, 17 et 34. L'inclusion de ce sous-produit a amélioré les index de conversion et réduit les coûts d'alimentation. Pour ce qui est des caractéristiques de la carcasse, l'incorporation de ces produits a eu des résultats significatifs sur les différents paramètres et une performance améliorée a été enregistrée dans le groupe recevant 34% de l'écorce d'arganier. L'inclusion de l'écorce d'arganier n'a pas influencé le pH de la viande. En conclusion, l'inclusion de l'écorce d'arganier n'a pas influencé le gain, n'a pas influencé le pH. Toutefois, il s'est éloigné du micro ou le micro s'est éteint. Tous les paramètres ont amélioré et les caractéristiques également. Le taux de conversion, les index de conversion ont été réduits et les coûts d'alimentation également. On peut quand même le recommander pour améliorer les performances et pour une amélioration de toutes les composantes, tant économiques qu'alimentaires. Merci. Je passe maintenant la parole à Hidami Haji de Tunisie. La communication concerne l'incorporation des
peaux de pommes grenades et de pistaches et de coques de pistache dans les aliments concentrés. Les effets sur la viande et la qualité de la viande d'agneau. Mesdames et messieurs, je suis Adami Haji, professeur associé de l'Institut abrégé de Hamdia en Tunisie. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon travail qui s'occupera de l'inclusion de la pelure de pomegranate et de la coque de pistache dans des aliments concentrés et les effets sur la qualité de la viande d'agneau. Pour introduire ce thème, nous savons tous que le réchauffement global continue à s'aggraver et aggraver les désastres environnementaux tels que les inondations, la sécheresse et les incendies des forêts. Ce désastre comporte des problèmes économiques tels que le blocage du commerce international, la famine tant pour les êtres humains que pour les animaux. Ces problèmes deviennent de plus en plus intenses dans les terres et les territoires secs partout dans le monde. Et revenons à mon pays, en Tunisie, plus de 70% du territoire est dans des conditions arides ou semi-arides. En même temps, cette zone produisent une quantité énorme de fruits nobles tels que les olives, les dattes, grenades et récemment le pistache. En fait, la Tunisie se place à la 3e place dans le classement international pour la production de grenades et pistaches et à la 10e place pour la production de dattes. Ces fruits nobles, après leur récolte et leur processus de transformation, ont une production de sous-produits qui est de 15 à 30% de l'ensemble de la biomasse collectée. Et en fait, tout ceci peut résoudre le problème de la carence alimentaire pour le bétail. C'est pour ça que l'objectif de mon travail était la recherche des effets de l'intégration des pelures de grenades et des coques de pistache à un niveau de 20% dans dans la composition de deux aliments concentrés et de faire un test. On a donc collecté les sous-produits, et on les a séchés et broyés et incorporés dans la composition du pellet de deux types de concentrés. Et avec donc ce contenu de 20% on a comparé les résultats avec les résultats des concentrés commerciaux en tant que traitement de contrôle. Ce traitement a été administré à 3 groupes d'animaux de 7 agneaux chaque, auquel on a administré 600 grammes de foin d'avenne et 600 grammes de foin d'avenne et 600 grammes de concentré de produits alimentaires. Le test a duré 90 jours pendant lequel on a mesuré la performance de croissance toutes les 2 semaines et après cette période, les animaux ont été abattus et des données ont été collectées. Donc on a examiné la qualité de la viande en enregistrant le pH après 1 heure et 24 heures l'abattage et
On a utilisé les paramètres de couleur de la viande et on a mesuré la perte d'eau à la cuisson, pardon. On a mesuré même les matières sèches, la matière organique et la teneur en liquide, l'oxyde. Nous avons étudié également l'oxydation des lipides en mesurant le T-bar. Nous avons étudié également le profil des acides gras intramusculaires. Toutes les données ont été assujetties à des analyses, des procédures GLM, à l'exception des données de l'oxydation lipide qui ont été organisées à l'aide d'une procédure mixte. En passant au résultat, le premier résultat montre que pour la croissance, les concentrés avec des pelures de pomegranat ont enregistré la même performance de croissance que le groupe de contrôle. Un peu plus haut du groupe qui avait été nourri avec des coques de pistache. Pour ce qui est des caractéristiques physiochimiques, une seule différence a été associée aux valeurs pH qui était plus élevé que le groupe de pistache, ce qui était mis en relation avec la quantité inférieure de glycogène. Pour ce qui est de la composition chimique, nous avons relevé qu'une différence seule pour le teneur en matière sèche, et les deux groupes expérimentaux ont été associés à la plus basse teneur de matière sèche dans la viande. Les différences de lipides et protéines étaient les mêmes dans les trois groupes. Pour ce qui est de l'oxydation lipide, nous avons relevé que le temps de stockage et le régime, surtout pour les concentrés, influençaient significativement l'oxydation lipide de la viande. En fait, l'oxydation lipide continue à augmenter pendant la période de stockage et le concentré avec pelure de pomegranate a donné les valeurs plus basses de T-bar. Et le résultat le plus important était relevé après 9 jours de stockage avec 1,5. Selon le profil d'acide gras, nous avons relevé qu'une différence significative concerne l'acide oléique conjugué qui avait doublé dans la viande des agneaux qui avaient assumé la pelure de pomegranate. Pour conclure, donc, nous pouvons dire que les pelures de pomegranate peuvent être considérées un aliment fonctionnel car a un effet positif sur la croissance des agneaux, tandis que la coque de pistache limitait tant la croissance que l'oxydation des lipides. Je voudrais vous remercier donc de votre attention et vous inviter en Tunisie pour goûter les gâteaux à pistache et boire le jus de pomegranate. Merci, qui est vraiment délicieux. Merci. Merci beaucoup. Et le